Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce décryptage. L'idée aujourd'hui est d'offrir une revue de haut niveau, purement factuelle, des conclusions du rapport 2025 de l'ESMA. Cette analyse se concentre strictement sur les écarts identifiés par le régulateur européen en matière de conformité à la directive CSRD et aux normes ESRS. C'est un excellent moyen d'avoir une vision très claire des points de friction qui existent actuellement sur le marché. L'architecture de cette analyse s'articule autour des 5 piliers fondamentaux du rapport. On passe rapidement en revue l'identification ISO, les risques climatiques, la double matérialité, la connectivité financière, pour terminer par le volet social et gouvernance. Premier point, l'identification IRO et la terminologie des impacts. L'identification des impacts, risques et opportunités, c'est la pierre angulaire de ce nouveau cadre. Et même si la conformité globale sur ce point est plutôt positive, un point d'achoppement majeur subsiste. On observe une vraie divergence entre la terminologie historiquement utilisée par les émetteurs et les définitions extrêmement strictes imposées par la taxonomie ESRS. Forcément, cette différence sémantique rend la mise en correspondance des risques déclarés avec les thématiques du cadre réglementaire particulièrement complexe. C'est un véritable défi opérationnel. Passons au deuxième axe, le focus sur les risques climatiques. Ce chiffre de 40% est sans équivoque. Il indique que la norme ESRS E1 a vraiment constitué le domaine de surveillance prioritaire. Concrètement, cela représente la part de l'ensemble des mesures d'exécution formelles qui sont strictement dédiées à la thématique du changement climatique. Cela démontre une allocation très ciblée des ressources du côté des régulateurs. Et quand on creuse un peu, une analyse de cohérence fondamentale menée par l'ESMA révèle d'importants décalages. Le régulateur a procédé à une vérification croisée entre les plans de transition climatique ESRS E1 et 1 et les activités alignées sur la taxonomie européenne. Les conclusions mettent en évidence des incohérences notables. En fait, cela révèle un manque d'harmonisation interne flagrant entre la stratégie affichée par les émetteurs et les indicateurs qui sont effectivement reportés. Troisième pilier au programme, l'évaluation de la double matérialité. Sur ce point, si l'existence formelle des processus d'évaluation est jugée globalement satisfaisante, l'exécution même du reporting pose problème. Les autorités ont constaté que les descriptions fournies sont fréquemment vagues, très standardisées et correspondent trop souvent à des mentions dites boilerplate. Le rapport pointe un sérieux déficit de précision sur la façon dont l'entreprise a véritablement adapté la méthodologie à ses propres caractéristiques opérationnelles. Il manque clairement de granularité. Quatrième axe, et c'est un sujet absolument critique pour les professionnels du risque, la connectivité financière. L'exigence d'une cohérence structurelle entre l'exposition au risque ESG et les états financiers est vitale. Pourtant, les observations mettent en lumière une déconnexion très forte. D'un côté, on retrouve des hypothèses liées au climat formulées dans le rapport de durabilité. De l'autre, ces mêmes hypothèses sont totalement absentes des tests de dépréciation et des estimations comptables figurant dans les états financiers de la même période. De surcroît, cette lacune de connectivité se manifeste aussi par la difficulté actuelle à tracer précisément les flux financiers. Aujourd'hui, la capacité des émetteurs à isoler clairement les CAPEX et les OPEX directement liés à la gestion des risques de durabilité est jugée largement insuffisante par l'ESMA. Le lien direct entre le risque identifié et la dépense associée reste très flou. Cinquième et dernier axe, la surveillance continue sur le volet social et gouvernance. On observe ici un contraste statistique net par rapport à la surveillance environnementale. Alors que le climat capte 40% des actions, les risques liés à la main-d'œuvre propre, encadrés par la norme S1, ne représentaient que 8% des actions de surveillance en 2025. Attention toutefois, ces interventions ont tout de même ciblé des situations bien spécifiques, comme le traitement des travailleurs en franchise ou le contrôle rigoureux des ratios de rémunération. Pour ce qui est de la norme G1 sur la gouvernance, le message se veut préventif. Bien que cette thématique ait généré un volume nettement inférieur d'actions formelles, le rapport indique très clairement que la conduite des affaires demeure placée sous une surveillance réglementaire particulièrement active et stricte. Pour clôturer ce décryptage, ce rapport pose finalement un défi technique majeur au secteur de l'analyse financière et de la gestion des risques. Au vu des attentes toujours plus fortes concernant la granularité et la connectivité, une question centrale se dessine: comment les futurs modèles de valorisation et de cartographie des risques pourront-ils intégrer ces exigences complexes sans retomber inévitablement dans l'écueil des hypothèses standardisées